Bonjour, je reçois aujourd'hui Hubert Védrine à propos de la sortie de ce livre, Le nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plon. Alors pourquoi un nouveau dictionnaire géopolitique? Eh bien, c'est l'éditeur qui m'a convaincu. En effet, il y en a eu un il y a quelques années qui avait d'ailleurs bien marché. Mais l'éditeur m'a dit, il y a tellement d'inquiétudes, ça se passe de façon tellement inquiétante, enfin bizarre, quoi. Le monde ne ressemble pas du tout à ce que croyaient les Européens. Donc, il faut faire un nouveau. Alors, j'ai un peu hésité, mais finalement, j'étais d'accord. Et donc, j'ai repris le livre. Il y a une centaine de pages en plus. Donc, c'est tout à fait un nouveau livre. Et d'ailleurs, j'ai fini de le réécrire, de le corriger, réécrire, compléter après la réélection de Trump. Alors, j'ai Oui, rien changé sur Recul César, par exemple, mais tout le reste a beaucoup changé. oui. Alors effectivement, sur le chapitre de Donald Trump, sur l'entrée de Donald Trump, c'est impensable mais vrai. C'était impensable pour les Européens, impensable pour les démocrates, et c'est arrivé. Voilà, c'était impensable, donc impensé. C'est ma Mhm. thèse. Impensable pour les Européens en général, sauf une petite minorité qui est pour Trump, impensable pour les Canadiens, impensable pour l'ensemble de ceux qui croyaient que la négociation diplomatique normale était devenue la norme, impensable pour ce que j'appelle la planète progressiste, compte tenu de l'autre aspect de la politique de Trump, enfin, impensable pour beaucoup de gens, et malgré tout, c'est là. Et donc, il faut analyser, à mon avis, en revenant à l'Amérique du 19e, qui est le modèle de Trump, donc analyser les présidents que Trump admire. Jackson, Monroe, McKinley, le premier Roosevelt. Et là, on comprend un peu, mais il y a en plus évidemment le Pentagone, le dollar, l'intelligence artificielle et l'obsession de Trump, qui est qu'il n'y a pas d'alliés, ça n'existe pas. Il n'y a que des parasites qui sucent le sang des États-Unis. Et c'est pas nouveau, il disait ça depuis très longtemps. Et il a un inspirateur économique, Miranin, qui a vraiment théorisé ce point. Donc il n'y a pas que les foucades, il ne faut pas le prendre pour un dingo, hein. Oui, le Trumpiste survivra à Trump, c'est plus large qu'un seul homme. Je pense, et quand on regarde Vente, ce qui représente bien, disons, des valeurs qui sont tout à fait différentes de celles de l'Europe d'aujourd'hui, on peut conclure qu'il n'y a plus d'Occident. Il y a encore un lien transatlantique, donc je ne sais pas ce qu'il va devenir, hein, mais il n'y a plus d'Occident. Et je crois que la réaction populaire trumpiste sur la question des valeurs, sur la question de la mondialisation, à mon avis, est là pour durer. Bon, il faut donc analyser, dépasser la sidération, et que les uns et les autres se disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et face à cet Occident qui n'existe plus, il y a Poutine, dont tu écris qu'il est plus détesté dans cet Occident, dont l'existence est un peu contestée, qu'il est plus détesté que n'était Staline en son temps. Oui, évidemment, parce qu'il y a l'alliance entre Roosevelt et Churchill avec Staline pour battre Hitler. Mais enfin, après, il y a eu la guerre froide où l'Occident de l'époque, on peut parler de l'Occident, à ce moment-là, s'est opposé à la menace soviétique stalinienne. Mais depuis la fin de l'URSS, les Occidentaux, on peut dire les Occidentaux à l'époque, se sont dit, on a gagné, nos valeurs vont s'imposer. Et s'il y a des imbéciles qui ne comprennent pas, on va les sermonner, sanctionner, bombarder, mais de toute façon, on est dans le sens de l'histoire. Et c'est à partir de là qu'il y a une sorte d'arrogance, d'hubris occidentale, très, très dure du côté américain, très naïve du côté européen, disant on ne parle plus avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs. Ce qui fait qu'après la fin de l'URSS, il y a disons une quinzaine d'années, pendant lesquelles les vieux crabes réalistes d'avant, Kissinger, Brzezinski, Mearsheimer, d'ailleurs c'est repris par Graham Allison récemment, disent non, il y a quand même une Russie, on est quand même obligé d'avoir une politique étrangère, même si on s'en méfie, même s'il faut être dans un rapport de force, etc. Il y a aussi la Chine, mais il faut aussi une combinaison de rapports de force et de politique étrangère, de diplomatie. Bon, je mets beaucoup, beaucoup d'histoire dans le livre, parce que, comme toi d'ailleurs, je crois, on pense que la difficulté à comprendre le monde actuel, c'est que la plupart des gens vivent dans l'instant, dans la Oui. réactivité. Donc moi, j'ai réintroduit beaucoup de longue durée sur l'Ukraine, sur la Russie, sur Israël, sur l'Iran, la Palestine, etc. Et sur la Chine, Voilà. puisque sur le chapitre sur l'entrée de Xi Jinping, tu le mets dans la série des 30 empereurs et dans la période plus récente des trois leaders communistes où tu dis que Xi Jinping a quelque part déjoué les plans américains. En tout cas, il y a une dynastie d'empereurs communistes. Mais à l'intérieur de ça, il y a une différence entre Deng Xiaoping, qui disait il faut se développer, mais sans provoquer, sans que ça se voit trop, soyons habiles, etc. Quand Xi Jinping arrive et il dit la Chine est tellement puissante qu'il faut assumer, il dit on deviendra un jour numéro un, ce qui est complètement inacceptable pour les États-Unis. Ce fait que c'est le seul point où il y a une continuité de Obama jusqu'à aujourd'hui Trump, c'est qu'il refuse que la Chine devienne numéro un, que n'importe qui d'autre devienne numéro un. Et alors, c'est vrai que tu as raison de le rappeler, les Clintoniens, ça continue après, avaient dit, de toute façon, on a gagné, on est les maîtres du monde, l'histoire est finie, on a gagné, donc il n'y a aucun risque pour nous. Donc on va faire rentrer la Chine dans l'OMC,
Elle ne remplit aucun des critères, mais on s'en fiche parce que ça va les aider à se développer, à s'enrichir et donc à se démocratiser. Donc là, il y a une erreur énorme des Américains. C'est pour ça que c'est idiot de taper sur l'Allemagne en disant c'est horrible que l'Allemagne se soit mise dans la dépendance de la Russie avec le gaz russe, qui n'était pas cher et moins polluant d'ailleurs que le gaz liquéfié qui vient maintenant des États-Unis, parce que c'était un raisonnement général. Donc là aussi, il faut revenir un peu au moins dans les 20, 30, 50 années passées. Sinon, on Hmm. comprend rien. Alors peut-être que certains lecteurs seront surpris, tu rends un hommage indirect à SAS. Oui, mais ça, c'est une coquetterie dont je dois m'excuser. C'était dans ma jeunesse. J'ai découvert la géopolitique en lisant dans le grenier de la maison de mes parents les ouvrages de Jean Bruce, OSS 117. Je parle des livres, je Oui, parle pas des films, oui, longtemps oui, après. oui. Et Ouais. après, moi, j'ai lu SAS. D'ailleurs, la première fois, j'étais à Coëtquidan pendant les épreuves du service militaire aux EER. J'ai été blessé, j'étais à l'hôpital. Et c'est une jeune infirmière qui m'a amené pour me donner de la lecture pendant que j'étais immobilisé, les premiers SAS. Donc, Mhm. j'ai une excuse pour. Mais tu as connu celui qui les écrivait. Alors, je l'ai connu, mais j'avais remarqué que au début, il était vraiment de la droite extrême, la pire, en fait. Et donc, dans les tableaux qu'il faisait, il était complètement manichéen, mais il s'était rendu compte, ce qu'a dit l'éditeur, qu'il se privait d'un lectorat aimant les histoires d'espionnage, un lectorat de gauche. Donc, il s'est mis à décrire aussi les régimes d'extrême droite. À l'époque, il a fait un essai, ce qui se passe dans le Chili de Pinochet, où le système Pinochet est décrit de façon atroce, en effet. Donc, il a retrouvé un. Alors, longtemps après, je l'ai invité à déjeuner quand j'étais ministre pour lui demander comment il faisait pour travailler. Parce que, en dehors des aspects sexuels qui sont permanents dans SAS, il y avait quand même des analyses géopolitiques assez Ouais. malines, Ouais. assez prémonitoires, notamment au Proche-Orient. Et alors, du coup, le New York Times, longtemps après, le supplément dominical, je crois, avait fait un article sur lui. Non, mais comment il fait? En fait, il travaillait avec les services. Bon, c'est bon, l'explication. Sur l'entrée droit international, Mais tu dis c'est c'est pas le une cœur de vache. ma pensée géopolitique, quand même. C'est gentil de Sur, sur, reconnaître que c'est marginal. oui, sur l'entrée droit international, tu dis que c'est une vache sacrée, mais un rêve relativement récent pour l'humanité. Le, Le droit international, vache sacrée, rêve relativement récent de l'humanité. oui, on ne peut pas être contre parce que c'est une magnifique inspiration, comme l'idée qu'il y ait une communauté internationale. C'est sympa comme idée. Il n'y en a pas pour le moment. Ou que les nations soient unies, comme on dit l'ONU. Bon, alors j'en parle avec un peu d'ironie, mais gentille. Parce que les gens qui croient à ça, qui travaillent là-dessus, sont des gens très bien, globalement. Sauf qu'on parle tous les deux aujourd'hui. On est dans le monde de Trump, de Netanyahou, de Xi Jinping. Donc c'est évident que ça ne s'applique pas. Alors quand ça s'applique, tant mieux. Il y a des gens qui imaginent les mécanismes qui permettraient, dans un monde rééquilibré, d'avancer très bien, très bien. Et je rappelle simplement qu'on ne peut pas limiter l'analyse du monde à ce qui est écrit dans les textes de droit international. Oui. Et sur l'entrée carte et atlas, toi, l'amoureux des cartes et atlas, tu parles de cette menace par GPS, Galileo et Beidou pour Oui, les il y a cartes. plusieurs entrées technologiques, hein. Mm. On est quand même en 2025, bientôt 26, et donc il faut introduire ces éléments. Mais est-ce que ça change le rapport de force? J'ai pas l'impression que c'est les puissances dominantes qui acquièrent les nouvelles technologies. C'est peut-être comme ça au moment de l'invention du feu, je crois. Bon, ou alors du téléphone ou de l'avion, etc. Donc c'est une course en avant. Mais ça ne modifie pas la répartition en faisant de la révolution énergétique, la transition écologique sérieuse, énergétique. On sera moins dans la dépendance d'une quinzaine de pays qui ont le gaz et le pétrole, mais pas les autres. Donc, Mhm. on arrivera à du solaire partout, des éoliennes partout, du petit nucléaire partout. Il y aura une redistribution de ce qu'on a connu. Donc, il y a des moments de changement. Je ne dis pas que ça change jamais, hein. Mais dans les technologies, pour le moment, c'est les puissances qui sont en premier et qui avancent. Et toute la question pour les Européens, c'est de reprendre pied dans cette course-là, sans aller vers plus de fédéralisme. Parce que Mhm. les fédéralistes, chaque fois qu'il y a une crise, ils disent oui, il faut en profiter pour faire un système fédéral. Ils l'ont dit pendant le Covid, ils le disent à cause de l'Ukraine, etc. Ou à cause de Trump. Mais c'est pas vrai. Les peuples n'en veulent pas. Il n'y a pas de chemin démocratique vers un fédéralisme intégral. Par contre, plus de projets européens avec des coalitions ad hoc, oui, il y a beaucoup. Mais mon livre c'est pas un pensum politique, c'est pas un programme politique, hein. Non, non, il y a les entrées très diverses et peut-être une dernière, l'irréel politique que tu opposes à cette réelle politique très malmenée et très critiquée.
Ben oui, parce qu'on a toujours entendu, toi comme moi d'ailleurs, condamner la réelle politique. Bon, la réelle politique, c'est la politique fondée sur la réalité. Bon, moi je suis un réaliste, j'ai vécu là-dedans toute ma vie, puisque Mitterrand m'a mis dans le grand bain à 34 ans, donc j'ai vécu dans le monde réel. Et j'ai pas pris des positions, comme on fait dans le débat politique, par exemple en France. Les gens prennent des positions, mènent des guerres de position, des guerres de tranchées, qui changent rien, qui servent à rien. Moi j'ai vécu dans le monde réel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Arabie, avec le Japon, la Chine? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc j'ai trouvé à la longue que le fait que réel politique soit une sorte d'injure n'est pas fondé. D'où le néologisme, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais j'ai dit on vit dans un monde gazeux, là, un peu imaginaire, que j'appelle l'irréel politique. Et donc pour Merci la Hubert, réelle je renvoie politique, il à ne la faudrait lecture de bien. ton livre. Oui, merci Hubert, je renvoie à la lecture de ton livre qui vient de sortir. C'est le nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. Ça vient de sortir aux éditions Plomb. Il y a de multiples entrées. Ça se parcourt de façon très agréable. On peut passer d'une entrée à l'autre au gré de sa curiosité. Merci Hubert. Merci beaucoup.